mandat d'arrêt international contre l'ex-président burundais Pierre Buyoya. L'annonce a été faite par le procureur général du Burundi. Au Togo, le parti Union pour la République affûte ses armes pour les législatives. Une formation est organisée à l'endroit de ses candidats. Puis le chef de la Commission des Affaires étrangères au Sénat américain affirme n'avoir aucun doute sur l'implication du prince héritier saoudien dans le meurtre de Khashoggi. Voilà, c'était là le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le Burundi a lancé un mandat d'arrêt international contre l'ex-président Pierre Buyoya et 16 anciens hauts responsables pour leur rôle présumé dans l'assassinat en 1993 de Melchior Ndadaye, premier président hutu démocratiquement élu du pays. L'ex-président burundais a affirmé depuis Bamako qu'il ne craint pas d'être extradé. Voici les détails. Le procureur général burundais a estimé qu'il est impérieux que les mises en cause dont l'ancien président Pierre Buyoya soient interrogés sur le rôle qu'ils auraient joué dans ce crime et demandé que les pays qui les hébergent puissent les arrêter et les extrader au Burundi afin qu'ils s'expliquent sur les faits qui leur sont reprochés. Pierre Buyoya est l'actuel représentant de l'Union africaine au Mali et l'une des personnalités africaines estimées et écoutées dans les forums internationaux. Le major Buyoya, un Tutsi, avait été porté au pouvoir par l'armée en 1987. Il avait cédé sa place à Melchior Ndadaye, un Hutu, élu démocratiquement en juillet 1993. Il était ensuite revenu au pouvoir entre 1996 et 2003. L'émission de mandat d'arrêt à son encontre intervient une semaine après l'arrestation à Bujumbura de 4 hauts gradés Tutsis de l'armée à la retraite, accusés d'être parmi les auteurs de l'assassinat de Ndadaye. Cet assassinat avait été à l'origine d'une guerre civile entre 1993 et 2006 qui a fait plus de 300 000 morts et opposé l'armée, alors dominée par la minorité Tutsi, à des mouvements rebelles Hutus. C'est une manœuvre qui enterre l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. C'est une manœuvre qui ferme la porte à la réconciliation et qui nous ramène tout droit dans le conflit ethnique du passé. Alors, moi, je lance un appel aux autorités de mon pays d'abandonner une approche comme celle-là. Le nom de Pierre Buyoya avait déjà été cité par certains en lien avec cet assassinat, mais sans que l'ombre d'une preuve soit jamais apportée. Au Togo, le parti Union pour la République affûte ses armes pour les élections législatives prévues pour le 20 décembre 2018 prochain. Une formation a été organisée à Lomé à l'intention des candidates et candidats du parti devant prendre part à cette échéance électorale. Suivez le reportage signé Ferdinand Gali. Législative 2018, enjeux et défis. C'est autour de ce thème que les responsables du parti au pouvoir au Togo, Unis pour la République UNIR, ont rassemblé leurs militantes et militants afin de les former pour la victoire du parti au scrutin législatif du 20 décembre prochain. Militantes et militants, mesdames et messieurs, ce séminaire est l'occasion idéale pour tous les candidates et candidats de se découvrir, de se connaître, de se mettre en ordre de bataille et de communier ensemble afin de se préparer pour mieux affronter les échéances électorales à venir. L'objectif, comme vous le savez, est d'assurer une victoire éclatante à notre parti. Ils sont plus d'une centaine de candidats à prendre part à cette séance de formation politique présidée par le Premier ministre. Nous sommes dans la période électorale et les candidats retenus par le parti pour compétir doivent se retrouver pour recevoir les directives du parti en termes de comportement, attitude
et comment la campagne va se dérouler. C'est ma première participation et je suis très heureuse de représenter le parti, notre grand parti, le parti UNIR, à ces échéances électorales. UNIR affûte ses armes pour la victoire. Le parti au pouvoir au Togo n'entend pas perdre de temps pour ces élections lorsque les marches de la coalition des 14 partis de l'opposition continuent dans les rues demandant le report de ces élections. Le mouvement Journée Togo Mort, lancé par la principale coalition de l'opposition togolaise pour dénoncer le processus électoral avant les législatives controversées du 20 décembre, est peu suivi dans les rues de Lomé. Quelques boutiques ont fermé leurs portes, mais l'appel est peu suivi et la plupart des activités économiques suivent leur cours normal. Voici les images. L'appel de la principale coalition de l'opposition au Togo pour dénoncer le processus électoral avant les législatives ne semble pas porter ses fruits. Dans deux grands marchés de Lomé, presque tous les magasins étaient ouverts et animés. Les banques étaient également ouvertes en ville, de même que les bureaux de l'administration publique. À Décan, dans le centre-ville, les vendeurs de téléphones portables et autres commerçants travaillaient comme à leur habitude. De quoi remettre en cause l'ampleur du mouvement Journée Togo Mort à Lomé, la capitale togolaise. Mais le truc de politique là, ils sont en train de nous tuer. Chaque fois Togo mort, mais on ne trouve pas de solution. Comme le pays aussi, il n'y a pas de vivre et autres, tu es obligé de sortir pour trouver quelque chose pour ta famille aussi. La campagne électorale a démarré timidement mardi, alors que les 14 partis formant la coalition qui ont décidé de ne pas présenter de liste accusent le pouvoir d'irrégularité dans l'organisation du scrutin. La coalition de l'opposition exige notamment la recomposition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI et la reprise de toutes les activités déjà menées par cette institution, faute de quoi elle boycottera les législatives. En tout, 850 candidats issus de 130 listes de 12 partis politiques ou indépendantes participent à ce scrutin. Notons que le Togo traverse une grave crise politique depuis plus d'1 an avec des manifestations massives pour réclamer la démission du président Faure Gnassingbé. À Madagascar, la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle a été officiellement lancée ce mardi. Les deux ex-chefs d'État, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, ont donc 2 semaines pour convaincre les électeurs. Reportage. La campagne pour le second tour de l'élection présidentielle a été officiellement lancée ce mardi par le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Le scrutin est prévu le 19 septembre et verra s'affronter 2 anciens présidents, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina. Ces derniers ont commencé leur campagne dans le centre du pays avec une cérémonie religieuse, l'un comme l'autre certains de leur victoire. Il se pourrait qu'il y ait des troubles post-électoraux, mais je prie pour que cela n'arrive pas. Je voudrais sensibiliser les Malgaches car nous avons connu suffisamment de grèves. Il faut accepter le résultat afin d'avancer parce que les Malgaches sont vraiment pauvres et nous sommes tous victimes. À chaque fois que le peuple manifeste, ses revendications sont vaines. Donc ça fait longtemps que le peuple malgache attend cette élection pour apporter du changement et qu'il y ait aussi un nouveau président. Le peuple fait face à des problèmes sociaux, insécurité, manque de travail, ainsi de suite. Les 2 anciens chefs d'État, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, ont été interdits de candidature en 2013 dans le cadre d'un accord de sortie de crise. Le Parlement sud-africain a examiné les conclusions de la commission de révision constitutionnelle qui a mené des auditions dans le pays, et ce afin de déterminer s'il fallait ou non autoriser l'expropriation des terres sans compensation. L'ANC a eu 25 ans pour s'attaquer au problème de la réforme de la propriété et ils ont lamentablement échoué. Ce qu'ils ont accompli pourrait remplir le fond d'un dé à coudre. La Cour des revendications territoriales a été gravement négligée et a manqué de ressources pendant plus de 17 ans, période au cours de laquelle elle n'a eu au mieux que 4 juges et aucun juge président permanent. L'Alliance démocratique s'oppose à un amendement arbitraire de la Constitution.
Nous souscrivons à la propriété totale des terres par l'État, qu'il s'agisse de religion, de direction traditionnelle, de commerce, d'école ou de résidence. Nous devons tous résider sur des terres appartenant à l'État. Nous avons pris une résolution de transformation économique radicale et c'est le début de cette transformation parce que les gens avaient l'impression que, bien que nos politiques soient en place, nous ne les appliquions pas correctement. C'est pourquoi la question de la terre a été soulevée et beaucoup d'autres le seront pour ce qui est de donner aux gens une véritable liberté, pas seulement la liberté politique, mais aussi la liberté économique. Le chef de la Commission des Affaires étrangères au Sénat américain affirme n'avoir aucun doute sur le fait que le prince héritier saoudien ait ordonné le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, et ce après avoir été informé à huis clos des conclusions de la CIA. 2 sénateurs républicains américains ont affirmé mardi n'avoir aucun doute sur le fait que le prince héritier saoudien avait ordonné le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi après avoir été informé à huis clos des conclusions de la CIA. Cette position contredit directement le président américain Donald Trump, qui a déclaré publiquement que le service de renseignement n'avait rien trouvé d'absolument certain. Je n'ai aucun doute sur le fait que le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a ordonné le meurtre et a été maintenu au courant de la situation tout le long, a déclaré à des journalistes Bob Corker après la réunion avec Gina Haspel, directrice de la CIA. Je pense qu'il est complice du meurtre de Khashoggi au plus haut niveau possible, a ajouté Lindsey Graham, pourtant un allié de Donald Trump au Sénat. Cette rencontre était très attendue par les parlementaires après un premier rendez-vous manqué la semaine dernière lorsque Gina Haspel n'avait pas répondu à leur invitation. Indignés, les sénateurs avaient alors adressé un sévère coup de sémence à Riyad en dépit de la Maison-Blanche. Une résolution pour cesser tout soutien militaire à l'Arabie saoudite dans la guerre au Yémen avait franchi avec une nette majorité le 28 décembre un premier vote au Sénat. Mais son approbation définitive reste encore incertaine et dépendra notamment des actions de l'administration Trump face aux dirigeants saoudiens. Puis les États-Unis présents à la COP24 font remarquer leur participation. Arnold Schwarzenegger assure que les villes de l'Amérique restent mobilisées contre le réchauffement climatique, et ce même si Donald Trump souhaite sortir de l'accord de Paris. La 24e conférence annuelle de l'ONU sur le climat en Pologne est marquée par la participation de l'ancien acteur reconverti en politique. Pendant ses 2 mandats à la tête du plus grand et plus riche État américain, Arnold Schwarzenegger a aidé la Californie à se muer en puissance verte. Il a entre autres promu les énergies renouvelables et les technologies vertes. Et malgré la volonté du président américain de retirer les États-Unis de l'accord de Paris de 2015, l'ancien acteur se montre optimiste sur l'attitude générale des Américains. Nous devons nous assurer que tout le monde sait que chacun doit participer. Qu'il s'agisse d'acheter une voiture électrique, d'éteindre les lumières et la climatisation lorsqu'il quitte la maison, d'avoir des panneaux solaires dans votre maison, peu importe ce à quoi ils doivent participer pour que nous puissions tous gagner. Ce n'est pas parce que Donald Trump a abandonné l'accord de Paris que l'Amérique a abandonné. Parce que tous nos États qui ont toujours été respectueux de l'environnement vont toujours dans la même direction. Toutes nos villes d'Amérique vont dans la même direction. Elles sont toujours dans l'accord de Paris. Les technologies vertes créent une énorme quantité d'emplois et le fait est que nous n'avons pas à choisir l'un ou l'autre. Vous pouvez protéger l'environnement et l'économie en même temps. C'est ce que nous avons montré en Californie et regardez le succès que nous avons eu. Notre économie est en plein essor. Nous sommes la 5e économie du monde. Pensez-y bien. Notre économie est plus forte que celle de la France, de l'Italie et de tous ces pays. Et nous avons eu longueur d'avance sur tous ces pays sur le plan environnemental. La COP24 réunie à Katowice doit permettre à quelques 200 pays de se mettre d'accord sur les règles d'application de l'accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement à la planète et ses effets désastreux. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.